j'ai besoin d'aller chercher plus d'argent pour aller plus vite. Donc une levée de fonds, ça vient vraiment financer et soutenir une croissance. Les levées auprès d'investisseurs professionnels au départ, c'est l'assurance de se prendre des portes et d'être déprimé. Quand je lève des fonds en equity, je partage mon gâteau, je fais grandir mon gâteau et je donne des parts à d'autres gens. Quand j'emprunte, je touche pas à mon gâteau, c'est juste que je rajoute une cerise. Ça veut dire que pour un entrepreneur, c'est important de se faire accompagner, conseiller, etc. parce que c'est un voyage, quoi, tu vois. Et la destination, tu la connais pas quand tu es un entrepreneur. Bienvenue dans Afrofounders, le podcast fait par un entrepreneur pour des entrepreneurs. Aujourd'hui, je vous propose une série de 5 masterclass autour de la levée de fonds avec Isadora Bigourdan. Pour ceux qui ne la connaissent pas, Isadora est une avocate dotée d'une solide formation en finance et gestion. C'est une experte reconnue en levée de fonds. Elle a travaillé dans des institutions financières de premier plan avant de se consacrer au soutien des jeunes entreprises africaines. D'ailleurs, j'ai produit cette série de masterclass peu de temps après qu'elle ait quitté la direction de Digital Africa. Isadora possède un vaste réseau de partenaires financiers et une connaissance approfondie des marchés africains, ce qui lui permet de proposer des solutions sur mesure pour les financements des startups. Elle forme et conseille également les fondateurs, leur fournissant des outils stratégiques adaptés. Son approche personnalisée et son engagement envers l'innovation font d'elle une alliée précieuse pour les entrepreneurs africains. Dans cette première masterclass, nous aborderons les outils de financement en fonction de l'état de maturité d'une startup. Alors, prends des notes, réécoute, monte en compétences et surtout, passe à l'action. Let's start. Du coup, Isadora, dans cet épisode, on va donc parler des outils financiers. Est-ce que dans un premier temps, tu peux commencer par me définir ce qu'est une levée de fonds ? Donc la levée de fonds, c'est un sujet qui génère du stress et de l'angoisse, souvent chez les entrepreneurs, alors qu'en réalité, c'est quelque chose, la gestion financière de mon entreprise, c'est au cœur en fait de ma durabilité et ça doit être, quand je suis entrepreneur, a fortiori quand je suis CEO, piloter mon financement, ça fait partie d'une croissance naturelle pour un entrepreneur en fait. Donc une levée de fonds, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis arrivée à un moment de mon entreprise où en fait, j'ai besoin d'aller chercher plus d'argent pour aller plus vite. Donc une levée de fonds, ça vient vraiment financer et soutenir une croissance. Donc je peux tout à fait financer mon activité, ce qu'on appelle en bootstrapping, c'est-à-dire j'ai du cash qui rentre, j'arrive à dégager de la marge, j'ai un chiffre d'affaires ou du bénéfice qui va bien, et donc je réinvestis dans mon activité et je me développe comme ça tranquillement. Une levée de fonds, c'est vraiment aller chercher une grosse somme d'argent, en tout cas une somme d'argent plus importante que mes revenus récurrents, quoi, pour aller plus vite dans ma croissance. Ouais. C'est cool que d'ailleurs tu parles de croissance. Est-ce que tu penses qu'il peut être justement pertinent que de lever à partir du moment où on vient tout juste de commencer, qu'on n'a qu'une idée et qu'on n'a pas forcément encore attaqué nos marchés? Est-ce qu'à ce moment-là, c'est pertinent que de lever des fonds justement pour aller sur une croissance, mais qui part du coup de rien? Alors, au tout début, honnêtement, aller lever de l'argent, il faut le faire auprès de proches ou de ce qu'on appelle la love money, c'est-à-dire des gens qui vont être autour de vous et qui vont avoir confiance en vous, parce qu'ils savent que vous êtes sérieux et que votre idée elle est bonne, que vous avez un delivery qui va développer, qui va déployer et tout. Ou alors, si ça existe, d'aller pitcher dans des concours pour avoir un premier ticket de 20 ou 30 000 euros ou dollars, pour pouvoir commencer à amorcer la machine, etc. Mais sincèrement, aller lever auprès d'investisseurs professionnels au départ, c'est l'assurance de se prendre des portes et d'être déprimé, quoi. Parce qu'en fait, un investisseur, il n'y en a aucun en fait, qui va prendre le risque dès le départ. Soit c'est ce qu'on appelle la love money, vos économies, ou alors vous faites appel à la communauté du crowdfunding, quoi. Donc en fait, ce qui est assez intéressant parce que le crowdfunding, ça t'oblige en tant qu'entrepreneur à réfléchir à une campagne marketing, parce qu'en fait, tu dis aux gens, en gros, tu vas payer pour un produit qui n'existe pas encore. Donc c'est hyper intéressant parce que ça t'oblige à réfléchir à ton persona, ton user, de qu'est-ce qui va l'intéresser, et à ta communauté, ce qui va être très important pour une levée de fonds institutionnelle, enfin professionnelle. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les business angels, donc qui sont des personnes qui ont pas mal d'entrepreneurs africains d'ailleurs, par exemple les fondateurs d'Instadeep et autres, ils sont business angels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que sur leur argent personnel, ils vont parier sur toi. Donc ils vont mettre des tickets 50. Déjà 50, c'est un beau ticket, donc 100, mais c'est très exceptionnel, c'est plutôt autour de 50. Ils vont mettre un ticket sur toi au tout début, mais ils vont quand même aller regarder qui t'es, ce que tu as fait, etc. Donc si c'est vraiment au tout début et que tu n'as même pas de POC, que tu n'as rien du tout,
moi, je recommande la famille, les amis, Mhm. les économies, d'y aller cool, quoi, parce que c'est quand même aller lever des fonds, ça reste un exercice hyper normé et méthodologique, quoi, et il faut être prêt. Yes. Après, il peut y avoir, j'imagine, quelques exceptions justement d'entrepreneurs qui ont déjà une grosse success story sur une boîte, qui se relancent et qui du coup ont de base une plus grosse confiance au sein de leurs investisseurs historiques, qui donc eux potentiellement peuvent arriver à faire de lever sur peut-être une base d'idées, mais Ouais, mais en fait, lever des fonds, si tu veux, ça veut dire ça veut dire plein de trucs. C'est-à-dire que tu peux, en fait, quand on dit lever des fonds, c'est juste aller chercher un montant de cash. Mhm. Et après, c'est une question de forme. C'est-à-dire, est-ce que je lève des fonds sous forme de... Je vais chercher des dons, ou je vais chercher... auquel cas, je donne pas de capital, je garde mon capital. Est-ce que je vais chercher des fonds auprès d'investisseurs qui vont me demander une part du gâteau? Parce qu'en gros, le capital, c'est le gâteau, hein, puisque mon action a un prix, quoi. Donc, en fait, un investisseur, il va dire, je te donne 100, mais en contrepartie, je veux 10 actions. Et donc, je valorise ton action 10 quoi. Donc, en fait, il va y avoir cette transaction. Et après, il y a le côté aller financer mon activité. On n'appelle pas ça levée de fonds, mais on peut la financer avec de la dette. Donc, ça, c'est des mécanismes, en fait, où je ne touche pas à ma cap table. Donc, ma cap table, c'est mon capital. Comment est structuré mon capital? Ton gâteau. Voilà, c'est mon gâteau. Et donc, ce gâteau-là, ben, en fait, toi, tu es banquier. Donc, toi, tu vas venir, ou tu es financeur en dette, quoi. Donc, tu vas venir regarder si je suis capable de te rembourser. Et tout ça, c'est une histoire de risque, en fait. C'est que le banquier, il prend un risque, en fait, de crédit. Ça veut dire qu'il te prête de l'argent et il vérifie que tu es capable tous les mois de lui rembourser de l'argent, tu vois. Mais en revanche, l'investisseur, lui, donc, il va être remboursé. C'est-à-dire que si demain, tu fais faillite, tu as d'abord l'État. Enfin, c'est ce qu'on appelle la dette sociale, donc tu payes tes salariés. Après, tu as la dette fiscale, donc tu payes tes impôts. Après, tu payes tes banquiers. Et en dernier, tu payes tes actionnaires s'il te reste du gâteau, quoi, tu vois. Donc, en fait, ce truc-là fait que tu peux aller financer de l'activité en dette, mais les banquiers, ils vont te demander des garanties. Donc, soit c'est des garanties parce que, en fait, ils voient que tu as un chiffre d'affaires récurrent et que tu vas être capable de leur rembourser tous les mois. Soit ils vont prendre carrément une garantie sur un truc. Si, par exemple, tu fais du hardware, ben, ils vont prendre de la garantie sur ce qu'on appelle un nantissement. Donc, ils prennent... En fait, ils disent, bah, je te finance ton truc, mais si tu ne me rembourses pas, le truc, il est à moi. Et donc, tu vois, c'est pas du tout la même logique. Un investisseur, il monte avec toi à bord et il dit, je crois en toi. Alors, évidemment, il est là pour faire de la plus-value, tu vois, donc il est là pour que ça rapporte. Mais c'est vraiment un partenaire. Et c'est pour ça que la levée de fonds, moi, j'ai envie de dire, d'abord, c'est une méthode. Donc, les entrepreneurs, il ne faut pas flipper, il y a une méthode et il y a des gens qui peuvent vous aider à faire ça, à vous accompagner dans le voyage, quoi. Et puis aussi, il faut se dire que c'est une opportunité de faire monter à bord d'autres partenaires qui peuvent avoir un carnet d'adresses, etc. Typiquement, un business angel, quand on choisit un business angel, le gars, il apporte, ou la femme, parce qu'il y a des réseaux de femmes business angel, heureusement, et il apporte un ticket et apporte aussi son réseau, tu vois. Donc, apporte son expertise, etc. Pourquoi? Parce que moi, ce que j'ai intérêt, c'est que j'ai mis 50, j'ai 10 actions, je l'ai acheté 10. Ce que je veux, c'est qu'au prochain tour, je sors et je la revende 30, mon action. Exactement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ta boîte, elle a grandi. Tu vois, que la valeur a grandi et donc que la valeur de l'action a grandi avec ta boîte, tu vois. Ouais, le gâteau coûte plus cher. C'est ça. C'est-à-dire que tu es sur un muffin, tu vois, et à la fin, tu as un brownie géant. Exactement, et ça grandit. Ouais. Ouais, parce que là, du coup, quand on est donc sur une levée de fonds en equity, donc quand quelqu'un vient prendre des parts, il injecte de l'argent et donc on rajoute des parts au capital social. Donc on agrandit le gâteau. Ouais. Ce qui va être différent du coup de la dette, où on ne va pas en soi agrandir le gâteau, on va ajouter des éléments autour de ce gâteau-là qui, eux, vont pouvoir contribuer à améliorer le gâteau. Et donc, du coup, donc pour récapituler un peu ce que tu as dit, donc sur de la dette, typiquement, on s'engage donc auprès de banquiers, ce qui impose que, bon, déjà, c'est quelque chose qui est... donc, la banque va contrôler son risque et donc va pas prêter s'il n'y a pas de garantie derrière. Ce qui sous-entend qu'évidemment, comme tu l'as dit aussi au tout début, si on commence, il ne faut pas se diriger directement vers un banquier parce que de toute façon, on ne sera pas forcément solvable. Mais en plus de cela, ce n'est pas forcément pertinent de prendre un prêt parce que pour le coup, j'ai vu pas mal d'entrepreneurs. Parce que moi, je travaillais dans un incubateur avant. Et il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui venaient nous voir justement pour les accompagner, pour qu'ils trouvent des prêts bancaires. Nous, on octroyait notamment des prêts via des outils de financement via les FSPI et consorts. Mais ce n'était pas du tout pertinent que de les accompagner dans la mesure où ils ne généraient pas assez de chiffres pour pouvoir rembourser. Et donc, eux, ils pensaient clairement que juste cette dette allait leur permettre d'acheter ce matériel qui, derrière, directement, ferait qu'ils agrandiraient leur chiffre d'affaires. Alors, il y avait une idée de projection,
Mais cela dit, il y avait une réalité qui n'était pas forcément corrélée au marché. Et donc, du coup, c'était pas forcément, on n'était pas forcément, ils faisaient pas forcément de chiffres, mais en pensant que simplement l'achat d'un matériel permettrait de faire du chiffre. Oui, mais ce qui est vrai, parce que par exemple, alors après, tu as des fonds qui font de la dette et tu as des mécanismes comme les obligations convertibles qui font juridiquement de la dette. Alors, on n'a pas trop le temps d'aller dans le détail, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas que les banques qui font des prêts, tu as aussi d'autres gens qui font du prêt. La seule chose, c'est que juridiquement, c'est exactement ce que tu as dit, c'est que quand je lève des fonds en equity, je partage mon gâteau, je fais grandir mon gâteau et je donne des parts à d'autres gens. Quand j'emprunte, je ne touche pas à mon gâteau, c'est juste que je rajoute une cerise. Et dans le cas d'une boîte, par exemple industrielle, clairement, si mon process de production est clair, mais que j'ai qu'une machine, bah, je produis un peu. Si demain, la banque, elle me prête de l'argent et que j'achète une deuxième machine, bah, je produis 2 fois plus, tu vois. Donc, mon chiffre d'affaires augmente. Mais dans les boîtes... Tu produis déjà un minima en amont et que tu connais donc où ton marché. Que tu sais que ouais, disons que les prêts comme ça, secs, sur la base d'une idée, ça n'existe pas, quoi. Ouais. Et c'est du don. C'est-à-dire qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je gagne un concours, on me file 50 000 € parce qu'on croit en moi, et c'est de l'argent qu'on appelle non dilutif. Ouais. Donc, c'est de l'argent qui vient en plus parce que je crois en toi. Mais il n'y a pas de mécanisme de dette au tout début si tu n'as pas un minimum de track record, dans le sens, tu as un minimum un POC, au mieux un MVP quand même. Mais tu peux avoir un POC qui tourne bien si tu as une communauté solide, que toi-même, en tant qu'entrepreneur, ça fait déjà 15 boîtes que tu montes et qu'à chaque fois, tu es hyper successful. Donc en fait, il faut bien voir que l'analyse de risque au stade de l'amorçage, c'est 2 trucs principaux. C'est l'équipe, le founder et sa seniorité, son track record et tout. Et le potentiel de marché, donc le fameux product market fit, c'est-à-dire est-ce que tu connais bien ton marché, ton persona, ton user, et est-ce que ton produit est bien adapté à son besoin, quoi. Et est-ce que le marché est suffisamment profond? Et c'est pour ça que sur le continent, hyper important d'avoir tout de suite une stratégie panafricaine, quoi. Ouais. De se dire, OK, et de dire ça aux investisseurs, c'est-à-dire je teste mon projet au Bénin, au Togo, etc. Mais en fait, j'ai bien compris qu'à côté du Bénin, il y a le Nigeria, et que en fait, donc, il y a un marché un peu plus grand. Et l'idée, c'est toutes les fonctionnalités que je développe, je vais les adapter à un marché qui fait 100 fois mon marché. Ouais, c'est clé. Enfin, typiquement, on est sur des marchés, sur le continent africain, on est sur des marchés qui sont très fragmentés, donc tout petits. Et donc, on n'a pas vocation à faire une grosse start-up si on reste de manière locale. Et donc, du coup, on a tout intérêt donc, à penser à une stratégie internationale. Et en plus, on a un gros, finalement, avantage, je dirais, historique, malgré notre histoire, on a un espèce d'avantage dans la mesure où sur quasiment tout le continent, on va parler soit français, soit anglais. Alors, si on est dans les capitales, évidemment. Ce qui, mine de rien, de par notre histoire, fait qu'aujourd'hui, on peut capitaliser dessus. Donc, finalement, si ton site internet, si ton produit est en français et en anglais, tu peux déjà arriver à l'adresser quasiment tout le continent africain, évidemment, en prenant en compte... des gens qui sont dans des villes qui parlent donc les langues françaises et anglaises, mais c'est une grosse majorité de ce qui se fait sur le continent. Et surtout, si tu es en B2B, c'est réglé, parce que de toute façon, toutes les boîtes vont parler... Ouais, puis moi, j'ai envie d'ajouter aussi qu'en parlant français, anglais, tu t'ouvres le marché mondial, en fait, tu vois. Oui. Et que, en fait, souvent, il y en a plein, tu vois, des exemples. Déjà, par exemple, le mobile money, ça vient d'Afrique, tu vois. Ouais. M-Pesa, c'est africain. La health tech, c'est vachement africain, en fait. Parce que, tu vois... T'as plein de... La EdTech, tu vois, le fait d'aller développer de manière agile en disant, en fait, on n'a que 5% d'une classe d'âge qui peut faire des études supérieures, donc on développe des tonnes de façon hyper agile et frugale. Donc ça veut dire qu'on ne consomme pas trop de data, qu'on est prêt à des coupures d'électricité, donc que je sois offline. Cette ingéniosité qui vient du continent, elle se déploie, en fait, ailleurs. Et moi, c'est ma conviction profonde, vraiment, c'est que l'Afrique, c'est le bac à sable du monde qui attend l'Occident demain, quoi. Et d'une certaine façon, toutes les solutions... Donc, ce que je veux dire par là, c'est que avoir cette stratégie tout de suite, c'est-à-dire se dire, je suis dans mon pays, je teste mon pays, mes fonctionnalités, et je lève des fonds pour dire, là, j'ai ça, je voudrais recruter 15 personnes pour faire ça et faire tel marketing, et demain... donc ça va être plutôt au niveau précis, quoi. Donc, je teste mon produit. Donc là, je suis très sur le produit et sur le marché, sur mon product market fit. Après, je dis... En fait, là, je voudrais aller dans 3 autres pays, quoi. Donc, je vais lever de la ressource en seed en disant, là, je suis dans mon pays, j'ai testé, c'est bon, c'est OK, je suis robuste, donc maintenant, je me développe. Donc, j'ai besoin de cash pour aller recruter d'autres gens, etc. Ensuite, là, finalement, je me développe vraiment en panafricain et je passe, par exemple, je suis au Bénin, je passe au Kenya, donc il faut que je traduise tout en anglais, etc. Et c'est comme ça que tu vas lever des fonds. Tu vois.
Mais ça veut dire que dès le départ, il faut que tu montes cette ambition. Quoi. Et que tu dises, en fait, j'ai bien compris que quand je vais lever en equity, et ce qui est très important aussi, c'est d'avoir une logique de stratégie. Quoi. En fait, lever des fonds et financer sa boîte, c'est un truc à long terme. Parce que, par exemple, si tu fais des safes avec 15 000 personnes, donc les safe notes, c'est un mécanisme qui est assez intéressant parce qu'il n'est pas dilutif tout de suite. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire qu'un investisseur, on se met d'accord sur une évaluation, j'ai le truc anglais ou anglais qui vient, une évaluation en cap et on se met d'accord sur un montant de capital que j'aurai dans 2 ans, 3 ans, au moment de la prochaine levée de fonds. Mais je ne te donne pas des parts du gâteau tout de suite. Je te donne des parts de gâteau après. C'est ça, parce que je ne connais pas forcément la taille de mon gâteau. Non. Je ne suis pas forcément conscient de la part de mon gâteau. J'ai pas envie de me prendre la tête pour définir la taille de mon gâteau. Ouais. Et donc, du coup, j'ai besoin de me concentrer sur ce qui se passe. Et donc, j'ai besoin de cet argent pour l'injecter. Et plus tard, on évaluera la taille du gâteau. Et toi, tu auras un avantage, tu auras une décote tu auras une plus grosse part par rapport aux autres qui vont rentrer maintenant. Mais on se met d'accord quand même sur une taille de gâteau. C'est-à-dire qu'on dit, tu pourras pas... toi, ta taille de gâteau, ce sera ça. Et si j'arrive à faire 10 fois le gâteau, ben, tant pis, tu vois. Mais donc, il y a... Pourquoi ? Parce que la valuation, donc l'évaluation de la valorisation de ma boîte, en fait, il y a plein de formules très mathématiques, mais en fait, au stade du seed, c'est beaucoup de la négo. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, les investisseurs, ils raisonnent par rapport à des benchmarks. Donc, ils disent, ben, une boîte qui fait de l'EdTech comme toi, elle vient d'être vendue ou elle vient d'être valorisée à temps. Donc, on va valoriser ça comme ça. C'est des heures de négo, évidemment. Enfin, tu vois, parler de la taille du gâteau et combien l'investisseur prend et comment toi, t'es dilué, parce que t'es dilué dans ton capital, ça se discute, quoi. Et pour éviter les... Dilué, pour ceux qui ne le savent pas, c'est que typiquement, si on reprend encore cette image du gâteau, c'est que le gâteau va s'agrandir, mais toi, ta part à toi dans le gâteau... Donc toi, tu avais tout le gâteau au début, le gâteau va s'agrandir, toi, ta part se restera ce même gâteau initial. Ouais. Donc finalement, ta part sur le nouveau gâteau restera la même, mais ce qui veut dire que tu auras moins donc ta part sur le gâteau sera du coup plus petite. C'est ça, c'est qu'en fait, si tu veux, c'est pour ça qu'on appelle ça des financements dilutifs ou non dilutifs, c'est que le gâteau, c'est le contrôle, quoi. Quand j'ai mon gâteau, je contrôle ce que je fais, quoi. Et puis, j'ai agrandi mon gâteau, je fais rentrer d'autres gens, bon, c'est cool et tout, mais d'abord, il faut faire attention à qui, parce que si la personne, moi, j'aime le gâteau au chocolat, donc j'ai mon gâteau au chocolat, la personne, elle est allergique au chocolat, elle veut du truc à la pomme, tu vois, donc là, tu commences à te prendre la tête. Donc, hyper important quand tu choisis tes investisseurs, important de les choisir aussi, c'est-à-dire prendre le temps, et c'est marrant parce que dans la Silicon Valley, tous les entrepreneurs, alors évidemment, c'est pas le même marché, il y a plus de financement, mais je trouve que c'est une habitude intéressante, c'est que l'entrepreneur se positionne tout de suite en partenariat avec l'investisseur. C'est-à-dire, tu me pitches, tu me demandes mais moi, je vais te demander de pitcher aussi. C'est quoi ta strate d'investissement ? Qui tu es ? Comment tu bosses ? Qu'est-ce que tu vas me demander une fois que tu seras là, à table avec moi, quoi. Ouais, ce qui fait sens. Et le gâteau, vous allez le regarder ensemble. C'est pas un gâteau qu'on mange tout de suite, c'est un gâteau qu'on conserve et qu'on va faire grandir ensemble. Exactement, tu vois. Et donc, si on n'est pas d'accord, le gâteau, il est rond. Toi, tu me dis tout d'un coup, je veux qu'il soit rectangulaire. Moi, je suis pas d'accord, je veux qu'il reste rond, tu vois. Donc, c'est des trucs. Donc, ça, c'est vachement important dès le départ. Et ça suppose quoi ? Ça suppose que j'aborde ma levée de fonds comme entrepreneur sans trop de stress, tu vois. Évidemment, c'est un truc compliqué parce qu'une levée de fonds, c'est analytique, que l'investisseur, il a l'argent, que lui, il arrive dans la boîte, toi, tu as mis ton cœur, tes tripes, tu passes 3000 heures par semaine, tu vois. Donc, forcément, quelqu'un qui arrive de l'extérieur, il a une vision analytique, tu vois. Lui, il est là, froid, quoi, tu vois. Il dit, moi, je sais comment on fait. Moi, j'ai la recette pour faire grandir les gâteaux, parce que l'investisseur, il me dit ça. Et toi, tu dis, non, mais moi, j'ai une autre recette. Et lui, il te dit, ouais, tu vas écouter ma recette, tu vois. Et il faut arriver à trouver une recette commune, tu vois. Et donc, ça, c'est vachement... À la fois, c'est vachement intéressant et c'est un atout, tu vois, parce qu'avoir un fonds à bord, le fonds, il a intérêt, comme toi, à ce que le gâteau grandisse, tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, t'es vraiment... mais ça peut être aussi dur. Et c'est pour ça, par exemple, on a vu là, dans OpenAI la crise où ils ont viré leur CEO et c'est pas la première fois. Ça, c'est une histoire de fonds qui dit, en fait, j'ai pris le contrôle de ton gâteau, tu vois, et je trouve que tu fais pas grandir mon gâteau assez vite. Et un investisseur, il reste entre 5 ans, en moyenne, c'est 5-7 ans au capital. C'est long, tu vois ce que je veux dire ? Donc, en fait, quand il va venir... alors, ça dépend du niveau de maturité et tout, mais... Et tu peux avoir des gens, par exemple, dans les business angels, tu peux avoir des gens qui ont genre 1% de ton gâteau, qui ont une mini-part, mais qui vont vraiment, tu vois, avoir envie de faire valoir leur part du gâteau, tu vois. Et donc, ils ne sont pas forcément au board, mais donc au conseil d'administration, ils ne sont pas forcément là pour prendre les décisions, mais souvent, ils vont avoir envie d'être dans un comité stratégique ou je ne sais pas quoi. Et quand même, toi, en tant qu'entrepreneur, tu te retrouves avec quelqu'un, tu vois, qui peut être vraiment t'ajouter une charge mentale conséquente, tu vois, au lieu de t'aider. Donc, c'est pour ça que prendre ce temps de préparation, de faire son benchmark,
de se dire, OK, moi, ma culture de boîte, c'est ça, mon ambition, c'est ça, et c'est ça que je veux faire. Et je parle avec des investisseurs et gut feeling, tu vois, j'écoute mes tripes. Est-ce qu'on parle le même discours? Est-ce que c'est fluide? Est-ce que c'est cool? Etc. Et c'est d'autant plus important que tu vas en avoir plein des rounds de levée de fonds, tu vois. En fait, la levée de fonds, tu as un petit, puis un plus grand, puis machin. Tu vois, tu as grandi ton gâteau, tu vas chercher plein d'ingrédients et tout. Est-ce que ça... Ouais. Pourquoi est-ce qu'on passe pas directement d'un petit gâteau à un méga gâteau? Parce que c'est une histoire de risque, en fait. Moi, quand je suis investisseur, quand je mets 3 millions sur la table, si tu veux, si je perds 3 millions. Donc, je vais être beaucoup plus exigeant, tu vois, sur le fait que tu es en train de vraiment créer une entreprise que si je suis un fonds de capital risque. Le capital risque, comme son nom l'indique, c'est... Les Américains, ils appellent ça du spread and pray. Donc, en gros, ça veut dire j'arrose, tu vois, je finance plein de gens en petits tickets. Et mon modèle, parce qu'il ne faut pas oublier que les fonds d'investissement, ils investissent l'argent d'autres gens. Donc, les fonds d'investissement, ils ont des boss, quoi. Et donc, ils ont des gens qui ont mis leur argent et qui ont dit, moi, je veux tel rendement sur telle année et je veux que tu investisses dans telle boîte, tu vois. Donc, moi, je suis un fonds, j'exécute, tu vois, j'exécute une stratégie d'investissement. Même quand je suis un family office, parce que même donc tu as les fonds institutionnels qui investissent l'argent de ce qu'on appelle des limited partners, donc des LP, qui investissent, des investisseurs institutionnels, et tu as des family office, mais tu as quand même une stratégie d'investissement quoi qu'il arrive. Et donc, pourquoi tu fais ça? Parce que, en fait, quand tu es petit, il faut être réaliste. Donc, la première étape, c'est quels sont mes besoins de financement aujourd'hui? Et ça veut dire, et derrière, tu vas avoir des investisseurs qui sont capables de te faire telle taille de ticket, tu vois. Si demain, tu vas avoir un Partech alors que tu viens de commencer et que tu as 10 000 de MRR, enfin de revenus mensuels récurrents, ils vont même pas regarder ton dossier parce qu'eux, ils investissent des tickets de 1 million à 2 millions et derrière, ils veulent faire un exit à 10 ou 15, tu vois. Enfin, je veux dire, ils veulent te valoriser fois 10, fois 15. Donc, tu vas perdre du temps. Et surtout, ils vont pas... Enfin, c'est pas leur métier, tu vois. Leur métier, c'est d'investir sur plus gros. Ce que ça veut dire, c'est qu'eux, ils investissent sur des boîtes où tu as des éléments financiers. Tu vois, au tout début, tu n'as pas d'état financier. Tu vois ce que je veux dire? Tu n'as aucune... ton EBITDA, machin, enfin, tu vois, tout ça, t'as rien au début. Tu vois, tu crames du cash et tu veux... Donc, un investisseur en capital risque au niveau du pré-seed, lui, il sait ça. Tu vois, il sait qu'au début, tu vas plutôt burner, donc tu vas cramer du cash. Mais ce qu'il va tester et ce qu'il va challenger, c'est ta motivation. Donc, est-ce que c'est un projet sur lequel tu es légitime et tu as tes tripes qui parlent, tu vois? Et il va aussi tester ta capacité à dérouler. Donc, est-ce que tu es clair sur ton plan d'exécution? Est-ce que ta mission, elle est claire? Est-ce que tu veux vraiment monter une boîte? Ouais. Et les boîtes qui lèvent en ce moment sur le continent, c'est des gens comme Lengo et autres qui te disent « Nous, on veut faire une licorne, en fait. » Tu vois? Et il n'y a pas de doute dans leur stratégie, tu vois? Et donc, en fait, ils sont là, en panafricain, ils sont à fond, ils développent des solutions, ils mettent beaucoup de tech, ils disent « Nous, on met vachement d'intelligence artificielle dans notre solution pour être différent, tu vois, pour que mon produit il soit vraiment pionnier, quoi, tu vois. » Tout est aligné sur de l'hypercroissance. Donc là, de toute façon, le but, c'est de faire un maximum de chiffres. Mais même eux, tu vois, ils peuvent pas direct aller voir un fonds qui met de la série A. Ça, parce que les gens ne connaissent pas. Voyage, quoi. Exactement. Ouais. Et en fonction, si tu veux, tu vois, en fonction de ta taille de gâteau, bah, en fait, il faut... Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour un entrepreneur, c'est important de se faire accompagner, conseiller, etc. Parce que c'est un voyage, quoi, tu vois. Et la destination, tu la connais pas quand tu es un entrepreneur, tu vois. Non. Et tu n'y penses pas, parce que si tu commences à y penser et que tu regardes les statistiques, tu dis, OK, il y a 10 boîtes sur... tu vois, il y a 9 boîtes sur 10 qui se crachent, donc tu n'y penses pas. Je veux dire, quand tu commences ta boîte, tu dis, je vais forcément faire un gâteau de dingue, avec des couleurs de dingue, avec 50 étages et tout, sinon je fais pas. Et donc, ça veut dire que faut avoir cette approche-là, et c'est pas la peine d'aller trop tôt chercher des chefs 5 étoiles, tu vois, si au départ, tu peux faire avec des chefs artisanaux, tu vois, qui vont être dans la transmission, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la peine d'aller voir tout de suite du casse ou je sais pas quoi, si en fait, tu es au stade où c'est très bien d'aller avec ton restaurant de quartier, tu vois, et que finalement, tu as besoin de ce truc, en fait. Tu as besoin aussi de ce côté un peu care, où tu vas être avec un investisseur à qui tu vas pouvoir dire, putain, je suis en panique, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, dans une forme d'authenticité, tu vois. Et après, plus tu vas grandir aussi en maturité, plus tu pourras, tu vois, faire des due deals avec des gens en face qui vont arriver, tu vois, et qui vont décortiquer ta boîte, qui vont te demander des références. Enfin, tu vois, il faut être solide aussi. C'est quand même un truc, la levée de fonds, psychologiquement, c'est pas simple. Parce que, tu vois, toi, tu as ton run, donc tu as ton exécution, tu dois mener ta boîte, parce qu'évidemment, tes chiffres sont hyper importants dans la due deal. Une due deal, ça dure entre 6 et 8 mois. Donc, ça veut dire que ce que tu appelles une due deal, c'est le temps que prennent
que c'est le temps où, à partir du moment où un investisseur t'a écouté, qui va prendre pour analyser. Comment ça se passe, les étapes, en fait, c'est que, en fait, toi, le premier élément, et on en reparlera, mais le premier élément, c'est que tu as ce qu'on appelle le pitch deck. Donc, tu as un deck qui est en gros la carte, tu vois, la carte synthétique de ta boîte avec 8 slides, 8-10 slides, très normés, tu vois, où tu dis, voilà ce que je fais, machin truc. On en reparlera. On parle dans un autre épisode. On en parle dans un autre épisode, et ça, c'est un truc, vraiment, il faut vraiment soigner son deck. Donc, ça, c'est la porte d'entrée, tu vois. Donc, est-ce que l'investisseur, il a envie ou pas de venir mais ça, toi, avant d'être allé voir les investisseurs et d'avoir discuté, toi, tu dois te dire, moi, j'en suis là, j'ai de la trésor qui me permet de tenir sur une année, tu vois, 6-8 mois, je commence à aller lever des fonds, tu vois. Mais ça veut dire que toi, tu es en anticipation par rapport à ton besoin de trésorerie. C'est très important, parce que... Très important. Déjà, c'est un process qui prend du temps, et toi, tu ne peux pas te permettre de... Parce que le temps que tu vas passer, justement, à pitcher, à préparer ton deck et autres, c'est du temps où tu n'es pas forcément dans l'exécution de ta boîte. Donc, tu dois avoir un contrôle quand même sur ta trésor. Et en plus de ça, tu ne peux pas arriver à la fin de ta due deal sans cash. C'est-à-dire, parce que tu vas être au bord de la mort, mais c'est aussi du coup que tu dois quand même réfléchir au moment, à la fin, bon, tu vas en arriver, mais c'est qu'à la fin, tu auras donc ta term sheet. Et tu dois... Là, il y aura encore une phase de fin, il y aura une dernière phase de négo où tu dois être prêt à refuser si jamais l'offre ne va pas en ton sens. Ouais. Et si tu n'as plus de cash, bah, tu vas devoir accepter parce que tu ne veux pas mourir ou quoi. Et donc, très important de faire attention à sa trésor avant de se lancer sur un roadshow, quoi. Et surtout, c'est le premier truc que vont te demander des investisseurs. Tu vois, c'est quoi ton cash burn et c'est quoi ton runaway. Donc, tout le monde parle en franglais. Mais tu vois, en gros, ça veut dire qu'est-ce qui te reste comme eau à courir, on dirait à la voile, tu vois. C'est-à-dire, en gros, comment tu as anticipé que tu n'allais pas demain être en crash et que tu étais capable de tenir... avec tes revenus, quels sont les contrats qui rentrent et tout, parce que même au niveau du seed, un investisseur, il veut pas arriver et donner de l'argent à une boîte qui est complètement asphyxiée, quoi. Donc, en fait, ça veut dire que tu dois pouvoir dire, en fait, je suis capable de tenir avec ce que j'ai, en étant hyper frugal, bon gestionnaire et tout. C'est juste que quand tu vas m'apporter les 300 000, bah là, je vais pouvoir développer à fond mon marketing, à fond ma com, et là, ça va faire rentrer des revenus, et donc, ça fait rentrer. Donc, tu vois, ce qui est important, c'est pour ça que tu peux pas directement aller en série A, parce que, en fait, chaque argent, donc l'argent en sub ou en love money et tout, il t'aide à structurer ton produit, ton offre. Voilà. Ensuite, l'argent de Précide, ben, ça va t'aider à mieux marketer ton offre, mieux connaître ta communauté, recruter déjà 2-3 talents, pas forcément en contrat pérenne, tu vois, mais aller chercher l'expertise dont tu as besoin, ça coûte de l'argent. Ensuite, je grandis et donc je me développe encore plus, donc là, je vais chercher du seed. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire que... en fait, quand tu vas aller chercher ça, ils vont aussi regarder ta capacité de gestion, tu vois. Et toi, ça va te prendre... En fait, dans une levée de fonds, celui qui est très sollicité, c'est le CEO. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui vends du rêve, en fait. Ta boîte, c'est toi qui la porte. Donc, la strat, la vision, etc. C'est pour ça que moi, ma reco, par exemple, quand il y a une équipe fondatrice diverse, il faut identifier qui dans l'équipe est le meilleur sailor. Parce qu'en fait, lever des fonds, c'est vendre. Et c'est se vendre, tu vois. Donc, qui est-ce qui est à l'aise avec le fait de créer du lien, etc. Après, donc ça veut dire que cette personne-là, il faut qu'elle se forme sur la technique aussi. Parce que tu vois, si elle ne comprend pas ce qu'elle vend, on est... Problème, ouais. Donc, en fait, c'est vraiment une préparation à se dire, OK, et là, et ça veut dire aux équipes ou dire, en fait, les gars, là, pendant 6 mois, je vais faire que ça. Parce que, tu vois, je vais pouvoir suivre les opérations et tout, mais pas comme avant. Donc, ça veut dire qu'il faut s'organiser dans l'équipe en disant, je sais pas moi, 1 journée par semaine, je fais tous mes rendez-vous. Jack Dorsey de Feu Twitter qui s'est organisé comme ça. C'est-à-dire qu'il avait 1 semaine business, 1 semaine finance, 1 semaine marketing. Enfin, tu vois, ça, c'est une question d'organisation interne, quoi. Tu vois, de dire, les gars, moi, quand je vais faire JTEX, que je vais aller à Africa Arena, que je vais aller à Emerging Valley ou je sais pas quoi, je peux pas être là à vous répondre sur vos trucs, tu vois, vos factures et tout. Donc, il faut se débrouiller en interne et il faut être bien d'accord que la personne qui va aller lever des fonds, elle court un marathon. Donc, tu as besoin d'une équipe quand tu cours un marathon. Tu ne peux pas le faire tout seul. C'est ça. Attends, du coup, d'ailleurs, je rebondis là parce que je sens qu'il y en a certains qui vont se dire « Mais Isadora, comment est-ce que je peux déjà arriver là si je n'ai pas encore levé de fonds ?» Et donc, du coup, comment est-ce que je peux arriver à gérer mon équipe si je n'ai pas encore de cash ? Et naturellement, si tu n'as pas de cash, il faut d'abord que tu en trouves. Donc, tu ne peux pas arriver... juste pour qu'on fasse du coup, j'en profite pour qu'on fasse un récap de tout ce qu'on a dit là. Ouais, c'est qu'on repart du début et qu'on arrive justement à cette série A. Donc, si je recape un peu ce que tu as dit, donc je commence ma boîte.
pour commencer à trouver de l'argent, soit directement, j'ai des premiers clients, donc j'ai un service qui ne demande pas beaucoup, ou un produit qui ne demande pas beaucoup de développement, donc j'arrive à faire tourner très vite et faire mes premiers revenus, donc j'ai de l'argent. Soit j'en ai pas, je demande de l'argent à ma famille, donc du love money ou des amis. En fonction de cela, je peux aussi faire du coup une campagne de crowdfunding éventuellement, ce qui va me permettre, comme tu l'as dit, de déjà mettre en place des premiers plans stratégiques, de mettre un plan de communication parce qu'il y a toute une idée. D'ailleurs, moi, j'avais fait un crowdfunding sur ma première boîte quand j'étais étudiant, et c'est vrai que tu as toute une notion de réseau, quoi. D'abord, parce que si jamais quelqu'un qui ne te connaît pas arrive sur ton donc, petit tuto crowdfunding, si quelqu'un arrive sur ta page de crowdfunding, qu'elle voit que tu demandes 15 000 euros mais qu'il y a 2 euros dedans, si tu ne te connais pas, il ne va pas mettre d'argent dedans. Alors que s'il y a déjà un peu d'argent dedans, donc s'il voit qu'il y a déjà 3 000 euros, il y a moyen qu'il aille mettre un ticket. Donc au tout début, quand tu lances ton crowdfunding, l'idée c'est de vraiment être sur ton premier cercle de proches pour qu'ils mettent déjà un peu d'argent. Qu'ensuite tu ailles sur des amis d'amis qui mettent un peu d'argent pour qu'ensuite les amis d'amis d'amis et les lambda aillent mettre de l'argent. Donc il y a toute une stratégie rien que là-dessus. Mais en fait, ce qui est très intéressant sur le crowdfunding, c'est qu'en fait, typiquement, tu réalises vraiment des ventes. Parce que tu dis clairement aux gens, si vous mettez 30 euros, bah, vous gagnez. Moi, je sais pas, moi, à l'époque, je faisais des photos. Donc aussi, c'était de la photo d'aujourd'hui, mais version B2C. Et donc, du coup, c'était, si tu mets 50 euros, tu as le droit à un shooting, quoi. Et donc, en fait, tu réalises finalement une vente. Et ce qui te permet de générer du cash pour continuer. Si tu n'as pas fait ce crowdfunding, d'ailleurs, crowdfunding en Afrique, tu as des plateformes comme Fiatop qui le font très bien. Et après, tu as des plateformes plus classiques. D'ailleurs, Eric de Fiatop va passer aussi sur le podcast. Donc ouais, il est super, Eric. Et puis surtout, en fait, ce qui est aussi hyper intéressant, c'est que la campagne de crowdfunding, ça t'oblige à passer par une étape de marketing, quoi. Ouais. Parce qu'en fait, tu dois marketer ton produit ou ton service, réfléchir à pourquoi c'est différenciant. Et de toute manière, l'aspect communauté, comment je parle à mes clients, c'est le nerf de la guerre, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, au départ, tu pars sur une hypothèse. Donc, par exemple, moi, je considère... mon hypothèse comme ça, c'est que... je pense à une application que j'ai travaillé avec cette start-up-là, où, en fait... il y a pas de qui habitait au Togo et il n'y a pas de système de pompiers. C'est-à-dire, si tu as un accident de la route demain, tu ne peux pas appeler comme en France le 17 et il y a un pompier qui arrive, tu vois. Okay. Donc lui, il avait mis en place une application qui permettait donc son intuition, c'était quand il m'arrive un accident ou que je suis témoin d'un accident, je ne sais pas qui appeler. Tu vois, donc la personne va mourir parce que le délai entre l'accident et l'arrivée des secours est trop long. Et donc, je veux développer une appli, tu vois, un truc où n'importe qui va pouvoir télécharger mon appli. Et ça va appeler des médecins, des services en fait, de santé avec qui moi je fais un partenariat derrière. Et tout ça, c'est financé par... bref. Et donc, son intuition de départ, c'était que c'était un problème, tu vois. Et donc après, quand tu fais comme ça et que tu dis, moi je veux développer ça, venez m'aider à développer ça, si tu n'es pas financé, c'est que ce n'est pas un problème en vérité, tu vois. C'est qu'en fait, tu n'arrives pas à aller chercher tes clients. Et donc derrière, ça veut dire que tu n'auras pas de marché. Exactement. Et donc ça t'oblige, si tu veux, les campagnes de crowdfunding... ce qui se développe beaucoup, par exemple, dans la tech, c'est de dire... où tu as plein de marques de vêtements maintenant qui se développent comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu achètes tes vêtements avant qu'ils existent. Tu vois. Et tu as Asphalt qui le fait très bien. Ouais, voilà. Des bons trucs, par exemple. Tu vois. Et en fait, toi, tu achètes un design. Donc, en fait, tu dis, putain, cette chemise, elle me plaît vachement bien. Sauf que, toi, tu dis, sauf que moi, j'ai pas de quoi acheter les matières premières et tout. Donc, en fait, tu t'achètes, tu mets 50 € sur ta chemise, quoi, que tu auras dans 6 mois ou dans 3 mois, tu vois. Et tu es OK pour le faire. Et ce qui est marrant, c'est que ce modèle-là, quand ça a été lancé, notamment par Cézanne en France et d'autres, tout le monde a dit, non, mais ça va jamais marcher, tu vois. Et en fait, bien sûr, ça a cartonné. C'est-à-dire qu'au départ, les campagnes de crowdfunding, le truc, c'était arrêter de vous acheter avec de la fast fashion, tu vois, non, moi, je vais vous faire des habits de qualité où vous allez savoir qui vous les fabrique, comment, quelle matière, etc. Et donc là, je deviens acteur de mon truc et je redécouvre le désir, tu vois. Ah, je désire ce truc que je vais mettre 3 mois à avoir. Quand je vais l'avoir, ça va être dingue. Et je trouve que ça, c'est des modèles où ça fonctionne hyper bien parce que ça, c'est une communauté captive, en fait. Que tu vois, les gens... Et donc, ça veut dire... Construisent avec toi le truc. Voilà. Et là, tu construis aussi ton branding, tu vois, derrière. Et ça va t'aider tout au long de ton business. Et surtout, quand tu vas aller voir des investisseurs, tu vas dire, moi, j'ai une communauté de 1000, 2000, 3000 users. Tu vois. Et je les connais hyper bien parce qu'en fait, j'ai fait du crowdfunding. Derrière, j'ai créé un Insta. On a d'ailleurs fait un truc un peu... on a un groupe de WhatsApp de early adopters. Et puis, pourquoi pas un Discord. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Derrière, tu construis ta community based.
Et ça, c'est ta clientèle, quoi. Et donc après, quand tu vas avoir un investisseur et que tu lui dis ma culture, c'est ça, mes valeurs, c'est ça, mon produit, c'est ça, et j'ai des feedbacks hyper sérieux, puisqu'en fait, à chaque fois que je fais une fonctionnalité, j'ai ma communauté qui réagit. Parce que, évidemment, quand tu montes une boîte, c'est une start-up, en l'occurrence, tu es tout le temps dans le feedback, parce que, tu vois, sinon tu es dépassé par tes concurrents. Et cette culture du feedback, c'est un truc que vont te demander tous les investisseurs, tu vois. Et ça, c'est... Moi, je trouve que c'est le côté cool d'être entrepreneur, parce que c'est là où il y a plein de trucs pas cool, mais ça, en fait, tu vois bien que ta solution, elle sert quelque chose, quoi, tu vois. Ouais. Et ça, je pense que culturellement, il y a trop d'entrepreneurs qui raisonnent produit, donc ils se font plaisir avec leurs produits, mais qui sortent pas, quoi. Alors qu'en fait, leur produit doit rencontrer un marché. Donc, c'est le Product Market Fit. Digital Africa développe avec EdTech Connection un super outil, donc allez voir. Mais c'est vraiment super important. Et ça, c'est là-dessus que va vous challenger l'investisseur. Et donc, finalement, ces campagnes de crowdfunding, la façon dont tu vas pitcher ton deck et tout, c'est des entraînements, en fait. Exactement, ça te prépare pour la suite. Et si c'est flou, ça va pas marcher. C'est-à-dire que quand tu es un investisseur et que quelqu'un vient te voir, par exemple, travailler vraiment avant d'aller lever des fonds, votre purpose, quoi, votre raison d'être, votre mission, votre vision, ça paraît hyper théorique comme ça, mais c'est fondamental. Et faites un culture book. L'organisation, une entreprise, c'est pas une personne, c'est un collectif qui va dans le même sens. Et d'ailleurs, c'est étymologique. Entreprendre, c'est prendre ensemble un sujet, une problématique et agir ensemble pour régler ce problème, quoi. C'est ça, étymologiquement, entreprendre. Donc, ça veut dire, je vois un truc un irritant, quoi, enfin, un truc qui va pas sur le terrain, et je me dis, ça, je veux le craquer. Et on va le faire ensemble et ça va être cool. Et ça, le CEO, en tout cas dans l'équipe de Founder, il faut qu'il y ait ce team player, cette personne qui a cette capacité de dire, on y va et on va y aller et on va craquer ce problème et on y croit et on est à fond et tout. C'est ça. Et la vision et la mission sont importantes dans la mesure où tu vas te rendre compte de par le marché, finalement, que, tu vois, ça va te donner du coup une ligne de direction, un cap, mais potentiellement, le trajet va pas forcément être comme tu l'avais initialement. Le produit, il va évoluer. Tu vas pivoter, tu vas rajouter des fonctionnalités, tu vas en enlever, tu auras une super idée, puis en fait, quand il va falloir le développer avec ton équipe de dev, tu vas t'arracher les cheveux, tu vas dire, c'est hyper compliqué. Ou inversement, tu vas dire, en fait, il y a Notion, tu vois, je vais aller prendre un Notion et je vais le bidouiller, ça va être très bien, tu vois. Donc en fait... tu vois, au départ, tu as plein de fantasmes, et puis après, tu as la réalité. Exactement. Et en fait, ton idée, c'est comment je suis efficace. Tu vois, c'est ça ton job. C'est comment... en fait, c'est être un entrepreneur, c'est avoir les mains dans le cambouis et la tête dans les étoiles. Tu vois, tu es vraiment en train de... Et ça, un investisseur, il va avoir envie d'entendre ça. Parce que, en fait, si... moi, je suis investisseur, j'ai été très longtemps... j'ai investi dans des fonds, je travaillais, je faisais des due deals de start-up, bref. Et en fait... j'allais même pas voir le modèle financier si je sentais pas cette flamme, tu vois. Et après, ton modèle, tu vois, enfin, tout le monde sait que ton bébé a 5 ans, tu vois, demain, il y a le Covid, tout s'arrête. Donc, tu vois, tout le monde sait que... En fait, ce que je vais évaluer dans tes documents financiers, c'est à quel point tu es réaliste, tu vois, à quel point tu es capable de... Tes hypothèses sont réalistes, tu es allé voir ton marché, tu connais bien, tu vois, ça résonne comme un truc travaillé, tu vois. Mais je vais pas t'en vouloir de t'être planté dans ta formule, tu vois, en E500, parce que, tu vois, c'est pas grave. À la limite, cette compétence-là... mais en revanche, si tu me fais pas rêver, enfin, tu vois, si t'es pas genre en mode, viens, ça va être canon et je sais exactement où je veux aller, bah, j'ai pas intérêt à prendre le risque avec toi, tu vois. Tout à fait. Parce que je sais que tu vas devoir pivoter, je sais que tu vas passer des nuits blanches, je sais que ça va être dur. Exactement. Et si t'as pas cette flamme, ça va lâcher. Ça va lâcher. C'est là où il faut être passionné, faut être vraiment passionné et pas juste simplement motivé. D'ailleurs, on en parlera dans l'épisode suivant, des mythes qui sont liés à la levée notamment, mais ouais, si t'es pas passionné, tu vas forcément lâcher, quoi. Ouais, puis la levée de fonds, en fait, ce qui est un peu dommage, bon, c'est le game, quoi, mais tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on parle des boîtes parce qu'elles ont levé de l'argent, tu vois. Ouais. Et donc, on dit, cette boîte, elle est canon, elle a levé de l'argent. Mais moi, je connais des super belles boîtes qui n'ont jamais levé d'argent. Oui. Instadit, par exemple, ils ont levé super tard. Yes. Ils ont été en bootstrapping dès le départ et tout. Maintenant, ils sortent à 635 millions, donc tout le monde dit que c'est génial, tu vois. Mais ils adorent ça, on va l'aborder dans l'épisode suivant. Ça, on va l'aborder dans En tout cas, je voulais dire que... Ouais. Ok. Du coup, ouais, on va juste conclure cet épisode. Ouais, très bien. Pour cela, on va juste recap tout ce qu'on a dit. Tout au début, vraiment se concentrer sur du love money. La première étape, c'est de quoi j'ai besoin, en fait. Oui, c'est vrai, d'abord. C'est faire un premier diagnostic de, j'en suis là, ça, c'est mes assets.
Donc, j'ai développé un POC qui fonctionne, j'ai ma communauté, j'ai machin. Ce que je veux faire d'abord. En fait, j'ai besoin de... En fait, qu'est-ce que je veux faire? Et donc, j'ai besoin de combien de cash? Tu vois, le cash, c'est un moyen, c'est pas une fin en soi. Donc, j'en suis là. Le cash, c'est vraiment le sucre dans ma recette, tu vois. Donc, est-ce que je veux que ce soit plus ou moins sucré? Et ça, c'est une ambition aussi sur laquelle je dois être claire. Parce que, en fait... au bout d'un moment, ça va s'emballer, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que je suis prêt à ça? Est-ce que je suis prêt à... est-ce que je suis entourée? Tu vois, par exemple, je suis un CEO créatif. Je discutais avec une start-up ivoirienne géniale. Le gars, il a développé une solution de ticketing. Lui, c'est un geek. Ouais, Et en fait, il a fait ça parce que sa grand-mère n'arrivait pas à prendre des tickets pour aller au théâtre, dans des concerts et tout. Donc, il a fait un truc avec une technologie super simple et tout, machin. Le truc cartonne. Et moi, il me dit, moi, je suis pas du tout un entrepreneur, en fait. Donc aujourd'hui, j'ai énormément de cash, ça marche super bien. Le truc se développe tout seul, en fait. Mais c'est con, tu vois, c'est une super solution, j'ai envie d'en faire une entreprise. Et moi, je suis pas CEO, tu vois. Et donc, il dit, donc ça, c'est une première étape, tu vois. J'ai un truc et tout. Est-ce que je suis entourée des bonnes personnes? Est-ce qu'il faut que j'aille chercher d'autres founders qui sont complémentaires, machin? Première étape. Ensuite, j'en suis là. Donc, je peux aller lever du love money, donc mon entourage, des business angels, donc des gens qui ont de l'argent, qui vont prendre un risque sur moi et sur mon produit. Je peux voir aussi l'État, des subventions. Voilà, des concours, des machins et tout ça, mais bon, ça, c'est aléatoire, tu vois. Donc, la love money, normalement, et en Afrique, ça marche super bien, parce que, tu vois, ça, c'est un truc, la communauté, elle est souvent très généreuse et à bord, quoi, tu vois. Donc, ça, c'est un truc... le crowdfunding, tu vois, qui prend du temps et se faire accompagner par Fiatopé ou d'autres, mais vraiment par des professionnels de ça, en gardant en tête que je teste mon marketing et que c'est pas perdu quoi qu'il arrive. Et puis ensuite, mon pré-seed, mon seed, ma série A, en fonction de là où j'en suis. Mais généralement, quand j'ai déjà fait un premier seed, après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ma boîte, on est déjà une vingtaine, tu vois, 20, 25, et que quand il va falloir que je passe en série A, j'ai une équipe, tu vois, donc quand je vais dire, OK, les mecs, on part en série A, donc pendant 8 mois, ça va être mon obsession, tu vois, aller lever 3 ou 4 millions, j'ai une équipe, quoi. Donc, tu vois, c'est une autre préparation. Quand je suis vraiment tout seul, première étape, de quoi j'ai besoin? Où est-ce que je vais? Est-ce que c'est clair? Et ensuite, j'identifie dans mon pays, dans mon écosystème, les prêts qu'il peut y avoir, les dons qu'il peut y avoir, les outils de financement en equity, le love money, tu vois. Je fais un diagnostic de, OK, qu'est-ce qu'il y a à ma disposition? Ouais, tout cet argent qui, en plus, est non dilutif. Voilà, tout ce qui est... Au départ, franchement, privilégier le non dilutif. Et si je vais sur du dilutif, du safe, du BSAR, donc un truc où je ne suis pas diluée tout de suite. C'est ça. Ok, où j'évaluerai. Du coup, le safe, c'est pareil, on va l'aborder tout à l'heure. Ça va plus vite, c'est-à-dire qu'en fait, un safe, tu peux le débloquer normalement, tu vois, en 4 à 6 semaines, tu as ton argent sur ton compte. Parce que tout ça, à la fin de la journée, toi, tu veux du cash, hein, tu veux du dans ton gâteau. Donc, il faut que l'argent, il arrive sur ton compte. C'est ça. Et donc, c'est une histoire de délai, tu vois. Au début, je peux pas me permettre d'attendre 8 mois, tu vois. Et donc, voilà, faire ce truc-là. Et puis, voir l'investisseur comme un partenaire, tu vois. Et par exemple, quand je vais chercher de la sub, après, ça va être dans mon track record. Tu vois, Orange, l'AFD, la GIZ, je sais pas qui, l'Union européenne m'a donné un ticket. Ou un autre truc aussi qui est intéressant, c'est tel gros client a acheté Ça, c'est du cash aussi, tu vois. C'est-à-dire, typiquement, tu prends... Iwan au Sénégal, ils viennent de signer un gros contrat avec le ministère de la Santé pour développer toutes leurs solutions. Donc ça, c'est du cash qui rentre sous forme, tu vois, de contrat, quoi. Mais c'est aussi une référence. Ouais, c'est une traction. Dans le levée de fonds, ils disent, moi, je suis le partenaire officiel de tel grand compte qui a cru en ma solution. Tu vois. C'est ça. Donc pensez à ça aussi, c'est important. Mais pour moi, vraiment, la première étape, c'est de quoi j'ai besoin. Je pose le diagnostic et après, je me prépare, quoi. Je me prépare parce que si je suis pas claire et que je sais pas ce que je cherche, j'ai peu de chances de le trouver. Exactement. Et est-ce que juste pour conclure, vraiment en quelques secondes, tu peux me dire comment est-ce que je peux monitorer tout ça, quels outils je peux utiliser pour vraiment faire attention typiquement à mes dépenses ou autres. Enfin, quels sont les outils que je peux utiliser pour monitorer toute ma partie financière, tous mes cash flows et autres pour pouvoir être prêt le jour où je vais aller lever des fonds, pour que alors, on va parler de data room et tout derrière, mais du coup, justement, pour que ma due deal se passe bien, qu'elle soit simple, comment est-ce que je peux arriver à monitorer? Est-ce que juste avec mon Excel, je peux arriver à tout gérer? Est-ce qu'il y a d'autres outils qui existent avec lesquels je peux travailler? Au début, quand tu n'as pas d'argent, tu fais un Excel, déjà. D'ailleurs, il y a des modèles en ligne qui peuvent permettre de... Voilà, tu as plein de modèles en ligne et tout, donc au début, tu fais ça, ne serait-ce que pour savoir où t'en es, avoir de la visibilité. Et ensuite, tu as
Tu as des outils comme Penny Lane, Expensia, où là, ça va permettre... Alors, tu as des comptes aussi, alors ça dépend où tu es immatriculé, mais tu vois, en France, si tu as une filiale en France, tu as Conto et autres, tu vois, ou des comptes comme Shine, et tu en as plein en Afrique aussi, où en fait, tu peux... Tu as des exemples comme ça de néobanques Non. Parce que pour le coup, j'arrive pas à trouver. Nous, on cherche. Non, j'ai pas de... Ça manque. Enfin, on a des applis digitales avec EcoBank ou consort, mais t'as pas une néobanque à proprement. Ouais. En fait, c'est ça, c'est que ça fait. Regarde. Ouais. Je vais chercher si tu veux, mais j'en connais pas comme ça. Mais en tout cas, ces outils-là, en fait, ils te permettent de... déjà, l'avantage, c'est que si tu veux, ils sont en lien direct avec ton compte bancaire. Donc, ça suit ta trésor, tu vois. C'est-à-dire que tu as le côté j'ai telle et telle dépense, mais tu peux avoir un différentiel entre j'ai signé tel contrat et le moment où tu es payé, où tu as effectivement l'argent sur ton compte. On a des cycles de 8 mois. C'est ça, donc tu peux te retrouver à découvert alors que tu n'as plus de cash sur ton compte, alors qu'en fait, potentiellement, tu as 300 000 en l'air. Donc ça suppose que tu puisses gérer. Et typiquement, pas partir en levée de fonds si tu es... Enfin, tu vois, en tout cas, quand tu arrives au moment où les investisseurs mettent le nez dans ton compte, ce qui est rare, tes comptes, ce qui est un peu le cas en CIL, mais franchement, pas énorme. Enfin, ça dépend de ce que tu lèves, mais au départ, tout le monde sait que tu es en cash burn, mais en revanche, il faut que tu sois en bonne gestion. Donc, ça veut dire que tu montres que tu es capable d'anticiper ce genre de période et que donc, soit tu es bon dans la facturation, donc en fait, tu vas relancer la facturation pour avoir de l'argent qui entre. Bon, là, je me perds un peu. Mais en tout cas, les outils. Un bon Excel au début quand on commence, et de la rigueur. Et derrière, Expensia ou Penny Lane, où là, ou des applis bancaires comme EcoBank et autres, où là, tu vas connecter ton compte bancaire avec quelques petits outils de suivi de trésor qui suffisent au départ. Et après, évidemment, tu peux mettre en place des systèmes beaucoup plus costauds, avec des grosses ERP, avec un truc en interne et tout ça. Mais bon, franchement, Penny Lane, ça marche bien. Expensia aussi. Et le truc, c'est la discipline, quoi. Ouais. C'est... je fais une note de frais, clac, je prends en photo, je l'envoie sur mon truc et je suis ça avec mon comptable. En fait, c'est vraiment se discipliner. Yes, ok. Du coup, on note tout ça, on prend ces outils si on en a besoin, sinon on commence avec un Excel. Ouais. On avance sérieusement et bien et on va avec chaque chose en son temps, quoi. Ouais, et surtout, n'hésitez pas, ça sert à ça, quoi. Les pairs, les mentors, les programmes d'accélération, machin, ça peut vous faire perdre, ça peut vraiment, perdez pas de temps, en fait, si vous avez une question, trouvez dans votre communauté quelqu'un qui est un entrepreneur qui est peut-être un peu plus mature que vous et qui aura tâtonné. Par exemple, des outils de facturation, regardez dans votre pays, parce que dans chaque pays, c'est différent. Qu'est-ce qu'il y a et qu'est-ce qui fonctionne et tout, quoi. Franchement... moi, mon premier... faites-vous aider, quoi. Faites-vous accompagner et tout, parce que sinon, c'est du temps perdu et l'entrepreneur, il n'a pas de temps, quoi. Et puis, on est en plus sur le continent, pour le coup, on a plein de programmes d'accompagnement qui sont disponibles, donc il faut y aller. On n'est pas non plus là pour réinventer la roue, donc si on peut se faire accompagner, gagner du temps via du mentorat ou autre. C'est ça, sans rentrer dans un programme, en fait, tu peux juste, tu vois, tu sais que dans ton réseau, tu as telle ou telle personne, ou tu as, je sais pas quoi, ta cousine qui travaille dans une banque, ou je sais pas qui travaille en cabinet d'avocat, paf, tu l'appelles. Au début, les gens, ils sont très contents de te donner des conseils, et puis après, une fois que tu peux les payer, tu les payes, tu vois. Mais vraiment important, tu peux pas tout faire, quoi. Non. Et c'est une technique. C'est ça. Et tu peux écouter ce podcast pour justement exactement des entrepreneurs, d'Isadora et de tous les autres acteurs qui vont contribuer. Voilà. Top. Du coup, on va enchaîner ensuite sur les prochains épisodes. Donc, merci Isadora pour cet épisode. Merci Alex de m'avoir reçu. Merci à tous de nous écouter et vous n'êtes pas seuls. Yes. Faites-vous accompagner. J'espère que cette masterclass avec Isadora vous a plu. Lors de la prochaine, nous irons déconstruire les mythes autour de la levée de fonds. Mais avant, nous irons discuter avec un multi-entrepreneur. Il a créé des ponts entre l'État et l'écosystème entrepreneurial ivoirien. Alors, si vous voulez me rémunérer pour ce podcast, likez, partagez, abonnez-vous, mettez 5 étoiles sur vos plateformes de streaming afin de pouvoir mettre en avant ce podcast et tous les autres épisodes qui arrivent pour qu'ensemble, nous puissions monter en compétences. Bonne journée, bonne semaine et à bientôt pour le prochain épisode. Peace.